Donc voilà, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Bonjour encore une fois, Moussa, merci d'être là. Donc nous sommes ici pour le chat du démarrage du module 3 sur les acquis scolaires. Après, effectivement, comme l'a rappelé notre participant, le module 2 qui a été compliqué. Mais bon, très intéressant, j'en suis sûre. Donc, on est là pour écouter vos questions, vos premiers retours, vos premières impressions sur ce module 3. Donc, je vais d'abord donner la parole à Moussa pour qu'il se présente. Vous l'avez pas rencontré encore pendant le regroupement 1. Non, il était venu, mais rapidement, on n'avait pas eu l'occasion forcément de se présenter. Moussa, je te laisse te présenter et puis ensuite, on va donner la parole aux participants. Ok, merci Tessa. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Moussa Hamani Ounteni. Et bon, comme l'a dit Tessa, j'étais un peu passé rapidement aux travaux du premier regroupement. Et je pense mais j'avais plus appuyé un groupe, donc certainement que tout le monde ne m'a pas encore vu. Je suis euh, expert en planification et en analyse institutionnelle à l'IPE UNESCO Dakar. Donc, je co-tutor ce module avec M. Ndiaye. Je ne sais pas s'il est encore là. Donc, comme l'a dit Tessa, nous sommes là pour vous écouter, avoir vos premières impressions. Également, si vous avez déjà des questions ou bien des clarifications à demander, nous sommes disponibles. Et c'est un module, en tout cas, qui vise un peu à faciliter la compréhension sur les enjeux et méthodes, et que ce soit en termes d'analyse, de mesures et des acquis scolaires, mais également pour un peu parler des différents types d'évaluation des acquis et qui se font dans le système. OK, Tessa, je te repasse la parole. Merci. Merci beaucoup Moussa. Donc Moussa sera le co-tuteur avec M. Baïdaram Diaye de la FASTEF pendant ces quelques semaines, maintenant 3 ou 4 semaines qui vont durer ce module sur les acquis scolaires. Donc pour ceux et celles voilà, qui ont des questions, donc je vous en prie, allez-y, nous vous écoutons. Donc, vous dites avoir commencé la lecture. J'espère que vous avez regardé la vidéo d'introduction. Pour ceux qui nous rejoignent, bonjour à toutes et à tous. Et n'hésitez pas à lever la main. Vous voyez l'icône lever la main, c'est le troisième icône en partant de la gauche en haut à droite. Et comme ça, on va vous donner la parole tour à tour. Pas de questions? Voilà, Monsieur Camaro de Côte d'Ivoire. Monsieur Camaro, vous pouvez allumer votre micro, la parole est à vous. Vous êtes sur mute, s'il vous plaît, allumez votre micro. Allumez le micro, Monsieur Camaro. Est-ce que vous vouliez nous parler? Monsieur Camaro, vous êtes sur mute. Il faut allumer le micro est coupé. Voilà, voilà, merci. Oh, on vous entend toujours Ah, pas. Je pense qu'il y a un problème de même là, on réglage du n'entend son. pas. On vous entend pas. Votre micro ne doit pas être réglé. Essayez de voir régler le son du micro, s'il vous plaît, et puis après, vous nous revenez. Non, on vous entend toujours pas. On n'entend pas. On n'entend Monsieur, toujours pas. essayez de régler le problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question en attendant que Monsieur Camaro essaye de régler le problème? Tout à l'heure, vous nous disiez avoir commencé la lecture, avoir des zones sombres. Allez-y. Profitez du fait que le tuteur soit à vos dispositions, hein. J'ai vu une seule question sur la plateforme jusqu'à présent de Monsieur Michel, justement de Madagascar. Madagascar, vous avez des questions pour Moussa? Vous êtes timide aujourd'hui. Que se passe-t-il? Monsieur Camaro a toujours des problèmes. Monsieur Camaro, si Oui, vous n'y arrivez pas, vous pouvez peut-être écrire la réponse dans le chat, s'il vous plaît.
comme je vois que vous Oui. avez toujours des soucis. Oui. Apparemment, il est avec des collègues dans une salle. S'il peut utiliser le micro d'un autre collègue. Est-ce que vous pouvez utiliser le micro d'un autre collègue sur un autre Oui, connecté? Oui, voilà. bonjour toute Voilà. l'équipe, vous me recevez moi? Oui, Oui. monsieur Alloué, on vous entend. D'accord, donc je vous passe monsieur Kamarou. Voilà. Oui, voilà, c'est mieux. Merci. Voilà, merci. OK. Bonjour. Bonjour, merci monsieur Aïdé. Voilà. OK, allez-y. Merci à vous, merci les encadreurs. Nous sommes au module 3. Module 1, module 2, module 3. Module 1, accès. Module 2, le comportement, voire le circuit, comment est-ce que l'étudiant se comporte durant son cycle. Et aujourd'hui, nous sommes au module 3 qui nous parle de l'évaluation des acquis. Ce que j'aimerais ce jour, quel est le lien que nous pouvons avoir entre ces différents modules pour mieux apprécier le niveau de la scolarisation dans un État? Ou bien est-ce qu'il y a un des modules qui est plus important que l'autre pour pouvoir porter ce jugement? Telle est ma préoccupation pour l'instant. Merci, merci, monsieur Camaro. OK. Merci. Moussa, tu veux y répondre maintenant ou Oui, je commence en attendant que d'autres lèvent la main. d'autres Ou lèvent la d'autres main? questions. Ah, Oui, vous avez une autre question, monsieur Célestin, allez-y. Moussa OK. va les noter, en plus, Allez-y. après, ensuite, il va y répondre. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, je voudrais savoir par rapport à l'intitulé de notre des chapitres sur l'acquis scolaire. À la fin, on a mis pilotage. Bien que je n'ai pas encore lu les derniers points là de pilotage, je voudrais savoir par rapport à ce pilotage, c'est piloter les acquis scolaires d'une manière générale par rapport à la gestion. Merci. OK. Merci, monsieur Célestin. Une autre question de monsieur Lumengo et ensuite Moussa va déjà répondre à ces trois premières questions. Merci, monsieur Célestin. Moussa vous revient. Monsieur Lumengo, ensuite Moussa répond à ces trois questions. Ensuite, on va prendre un autre tour de questions. Allez-y, monsieur Lumengo, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, madame Fernandez. J'ai une question à poser au tuteur. Je suis à la page 10 du module 3. La question est de savoir est-ce que le tuteur peut expliquer autrement la sensibilité, la fidélité et la validité d'une évaluation des apprentissages. J'essaie un peu de parcourir le syllabus et je vois un peu une petite confusion là. Si le tuteur peut expliquer ça autrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a déjà trois questions. On va donc donner la parole à Moussa et ensuite, on continuera avec, je vois, une autre main levée. Donc, les autres participants, n'hésitez pas aussi à lever la main et on prendra un autre tour de questions. Moussa, la parole est à toi. OK. Merci pour ces premières questions. Très intéressant. Je vais commencer par monsieur Kamaru, donc qui demande un peu c'est quoi le lien entre les différents modules. Et effectivement, quand, quand le pays a besoin d'une analyse sectorielle, par exemple pour aller vers la définition d'un plan sectoriel, on a besoin de plusieurs types d'informations. Et on peut se dire que c'est à peu près pour essayer d'avoir une vue du système pour aller vers une analyse sectorielle et que ces modules-là interviennent à différents niveaux. Donc, comme vous le savez, dans une analyse sectorielle, on a besoin d'avoir la situation sur les scolarisations. Peut-être même avant, on a besoin d'avoir des informations sur les populations, la démographie, les populations scolarisables, etc. On a besoin d'avoir une information sur les scolarisations, l'accès. Quelle est aujourd'hui la situation de l'accès à l'école selon les différents âges des élèves?
également selon plusieurs autres caractéristiques, selon le genre, selon les régions. Et donc, c'est à ce niveau-là que ces modules-là essayent de répondre. Et ensuite, une fois qu'on a l'information sur les scolarisations, on va se demander quelle est la qualité de l'éducation. Donc, est-ce que les enfants apprennent? Déjà, est-ce que les enfants, quand ils accèdent, est-ce qu'ils restent à l'école? Et s'ils restent à l'école, c'est jusqu'à quel niveau? Qu'est-ce qu'ils apprennent? Et quelles sont leurs compétences? Donc, on va se poser toutes ces questions et d'où donc un peu ce module sur la qualité. Ce sont pas on va pas se dire que les modules vont traiter toutes les questions, mais en tout cas, les modules essayent d'aborder un peu l'essentiel de ces niveaux d'analyse. Et comme vous le savez, il y a également un peu le management, la gestion du système et comment le système éducatif est géré par le pays, quelles sont les ressources mobilisées et notamment les questions financières, pardon. Donc voilà, c'est pour un peu de tenter de répondre à cette question. C'est un peu ce lien-là que ces modules reprennent. Donc, même si des fois les modules paraissent distincts, mais en fait, c'est pour arriver à une vue holistique du système éducatif. Donc, mais après, si vous voulez plus d'autres précisions, donc vous pouvez me revenir. Et ensuite, je vais passer rapidement à la deuxième question sur le terme pilotage qui a été utilisé, et je pense vers la fin, et où on parle de pilotage des moyens et pilotage, pilotage par les moyens et pilotage par les résultats. Mais je pense que vous avez mieux précisé la question en demandant s'il s'agit du pilotage des acquis scolaires ou bien du pilotage de façon générale. Effectivement, nous sommes ici dans les acquis scolaires. Donc, il s'agit du pilotage par les acquis scolaires, d'où même un peu la différence on a essayé de vous présenter, qu'il faut comprendre qu'il y a le pilotage par les moyens, où donc on va s'intéresser plus à l'allocation des ressources, donc comment le système alloue les ressources pour arriver à des apprentissages, qui est différent du pilotage par les résultats où on va plus s'intéresser à ce que les élèves apprennent. Donc, pourquoi cette distinction? Parce que souvent, certains peuvent se focaliser sur le pilotage par les moyens pour définir la qualité de l'éducation, et alors qu'il faut nécessairement prendre en compte aussi le pilotage par les résultats où on va s'intéresser, une fois qu'on a mis les moyens à disposition, est-ce que ces moyens sont transformés en résultats, c'est-à-dire que les élèves apprennent, que les élèves sont compétents selon ce qui est attendu au niveau de leur scolarité et atteinte. Donc, c'est vraiment le pilotage des acquis scolaires. Pour aller on peut essayer de faire les mêmes types d'analyse pour le pilotage de façon générale, mais ce n'est pas vraiment l'objet de ce module parce qu'il y a d'autres questions qui vont entrer en jeu, notamment des questions sur, par exemple, les rôles et les responsabilités des acteurs, comment, si vous voulez, les actions sont impulsées depuis le niveau central jusqu'à dans les salles de classe, mais c'est vraiment pas l'objet de ce module. Mais si vous avez besoin d'informations, on peut voir comment vous donner des ressources additionnelles. Et la troisième question sur euh, un peu expliquer autrement les questions de sensibilité et de validité. Permettez-moi d'aller rapidement à la page, vous avez dit que c'est la page 10. Hum, hmm. Donc, d'abord, on a un peu montré la nécessité
En fait, donc là, il s'agit des questions sur les évaluations, n'est-ce pas? Comme généralement, on réalise des enquêtes, des études et sur la base des évaluations des acquis, il y a d'abord cette nécessité que l'évaluation soit fiable. Et maintenant, c'est pour définir un peu cette fiabilité qu'on a retenu ces 3 critères qui vont permettre voilà, d'avoir cette fiabilité, à savoir la sensibilité, la fidélité et la validité. Bon, essayer d'expliquer autrement la sensibilité permet de distinguer un candidat d'un autre. C'est un peu le critère de la discrimination. C'est ça, je vais prendre un exemple. Si vous faites une évaluation ou bien, disons, un test des élèves où vous avez des questions, pour ne pas dire des items, il faut que si vous posez des questions où, par exemple, tous les élèves répondent correctement à cette question, c'est-à-dire que tous les élèves ont acquis la compétence demandée par rapport à cette question, c'est difficile dans une évaluation que ça vous apporte de l'information parce que c'est une question parmi tant d'autres. Le fait que tous les élèves entièrement répondent correctement à cette question et vous n'avez plus d'informations. C'est vrai que si c'est une question qualitative, ça peut vous permettre de vous dire que la compétence est acquise. Mais en termes d'analyse des données, dans une évaluation, par exemple, euh, dans une étude, il n'y a pas d'information parce que il n'y a pas de distinction. Cette question ne vous distingue pas un élève par rapport à un autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élève qui réussit, l'autre qui ne réussit pas, pour essayer de voir qu'il y a des élèves qui ne réussissent pas et qu'il faut leur apporter un appui. Donc, c'est un peu ce type de limite qu'on essaie d'expliquer ici. Et de la même manière, je peux prendre l'autre côté, une question où aucun élève ne réussit. Et tous les élèves ont échoué la question. Là également, vous n'avez pas en réalité d'information parce que est-ce que le fait que tous les élèves ne réussissent pas, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a véritablement aucun élève qui a acquis la compétence? On ne sait pas. Peut-être qu'il faut essayer d'avoir d'autres questions qui vous permettent de voir parce que vous estimez qu'à un moment donné, il doit y avoir des élèves qui ont peut-être des difficultés et c'est ça que vous essayez d'avoir. Donc, Excuse-moi, c'est- Moussa, ah, en relation à ce que tu dis, est-ce que je peux essayer d'illustrer ça si je me mets à la place oui, d'un participant qui essaie oui, de comprendre ce que tu dis? oui, Donc, ça veut dire que, par exemple, si on fait un test d'évaluation des acquis et que si on met une question tellement facile que tous les élèves sont capables d'y répondre, donc on n'est pas vraiment. Est-ce que c'est ça la sensibilité? Si la question est trop facile et que tous les élèves sont capables de répondre, ça ne permet pas de voir si vraiment il y a des élèves qui y arrivent et des élèves qui n'y arrivent pas. C'est ça que tu il dis, par n'arrive exemple? pas. Ou si la question Exactement. est tellement difficile, si on essaie d'évaluer les niveaux des élèves de CM2 et qu'on Mhm. pose une question au niveau 5e, tout le monde va rater, donc on ne peut pas à la fin tirer de conclusion parce que de toute façon, cette question n'est pas sensible. Elle ne permet pas de déterminer. Exactement. Hein, c'est ça. Exactement. Donc, Voilà, c'est une très bonne illustration. donc, il faut savoir Donc, calibrer les questions pour pouvoir vraiment réellement déterminer hmm, la différence entre les élèves et pas mettre des questions trop faciles ou trop difficiles ou hmm, mal formulées qui font que de toute façon, on n'arrivera vraiment pas à tirer de conclusion parce que la question n'était pas bonne au final. exactement. Exactement. OK, Donc, merci. voilà, on va essayer d'avoir dans une évaluation des tests qui ne sont, des tests qui ne sont pas trop difficiles et trop faciles pour avoir une évaluation fiable. La fidélité implique une évaluation. euh, oui, donc la fidélité, c'est-à-dire qu'il faut que l'évaluation euh, mesure euh, de la. Attends, comment on va le. Là, pour moi, c'était assez clair.
Et ici, on définit que ça implique une même évaluation à laquelle serait soumise 2 fois. La même personne va donner les mêmes résultats. Euh, je ne sais vraiment pas comment le définir autrement. C'est-à-dire que si on administre le même test à un même élève 2 fois, c'est-à-dire on l'administre aujourd'hui, on l'administre demain, c'est le même élève. Je vais juste peut-être ajouter dans les mêmes conditions. Donc, cet élève-là doit réussir ce test à peu près de la même manière. C'est un peu ça qu'on essaye il ne faut pas que le test soumis à la même personne 2 fois donne des résultats différents. C'est simplement cela, en fait. Donc, je ne sais pas si il y a un autre moyen de l'illustrer autrement. Et la validité d'une évaluation, c'est sa capacité à évaluer ce qu'elle est censée évaluer. Là, oui, je peux donner aussi un exemple qu'on rencontre très souvent dans les évaluations. C'est que des fois, dans les évaluations en mathématiques, quand on soumet un test, on se rend compte que finalement, ça mesure plus la lecture que la mathématique. Et on pose une question, on dit, on dit à l'élève on présente par exemple sur une image 2 objets, on dit à l'élève quel est l'objet A et l'objet B, on demande à l'élève quel est l'objet le plus long. Ou bien on présente 2 objets qui ont des tailles différentes, on demande, on demande à l'élève quel est l'objet le plus grand ou bien le plus petit. Et souvent, ces types de tests finalement mesurent la langue parce que des élèves qui sont en début de scolarité, ne comprenant pas, ne maîtrisant pas encore la langue d'instruction, si c'est le français ou bien si c'est autre chose, et sont plus confrontés à la compréhension des termes grands, petits ou bien nombreux, etc. Et ce sont des items qu'on utilise, des tests, des questions qu'on utilise en mathématiques en début de scolarité. Mais en réalité, les élèves les échouent parce que ils ont ils ne maîtrisent pas la langue d'instruction. Si c'est le français, ils ne comprennent pas en ce moment-là. Ils ne maîtrisent pas encore le français pour mieux comprendre la question et passer à, comment on appelle ça, à la manifestation de la compétence en mathématiques qui est, par exemple, un peu, on est sur de la géométrie où on veut comparer, on compare des objets, des hauteurs, des tailles, etc. Donc, c'est cet exemple-là que je peux donner. Donc, c'est pour dire que il faut vraiment être sûr que ce qu'on est en train de mesurer est réellement la compétence mesurée, qu'on n'est pas en train de mesurer notre compétence. Donc, c'est ce que je peux donner comme illustration sur ces critères de sensibilité. Souvent, après analyse, on se rend compte de ces limites quand on fait un test. Parce qu'on apprécie d'abord la qualité du test avant de passer à l'échelle de l'administrer pour l'étude. OK. Merci Moussa pour les réponses aux 3 premières questions. Je vais juste demander aux 3 participants qui ont posé ces questions si c'est clair pour eux avant d'avancer parce qu'on a beaucoup d'autres questions dans le chat. Les participants arrivent et donc, OK. est-ce que les réponses aux 3 premières questions satisfait ceux qui les ont posées? Oui, oui, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Merci. Merci, Bonjour. Monsieur Célestin. OK. Bonjour, Thérèse. Pour moi également, c'est clair. Ah, Monsieur Ndiaye, d'accord. Très bien. Donc, si pour les 3 premiers participants, c'est clair, merci beaucoup. On va avancer, mais je crois que Monsieur Ndiaye nous a rejoint. Monsieur Oui, Baïdara? bonjour Thérèse, ça va? Bonjour tout le monde. Ah, bonjour Monsieur Baïdara, vous allez bien? Ça Bonjour. va, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. On ne vous voit pas, par contre? Ah oui, bon, parce que je ne me suis pas fait voir. D'accord, OK, très bien. Bon, en tout cas, vous êtes présent. Ah, Je ne voulais voilà. pas mon vilain bonnet là. Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'est pas filin. Donc, Monsieur Baïdara, bon, bienvenue parmi nous. Je vous laisse vous présenter quelques minutes aux participants
et avant qu'on continue avec le tour de réponses, quoi. Donc, Monsieur Baïdaraou est donc le co-tuteur du module avec Moussa. Monsieur Baïdaraou, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bon, enfin, je suis M. Ndiaye Baïdaro, je suis sénégalais, je suis à la CUS, un ancien CUSAR. Bon, j'ai arrêté, c'est vrai, je suis à la retraite depuis quelque temps. Donc voilà, je suis physicien de formation et devenu chercheur en sciences de l'éducation. Je suis avec les Bamba et voilà. Et j'ai dirigé ça pendant une quinzaine d'années avant de laisser ça à Bamba. Il a maintenant laissé ça à Madame Faye, je crois. Donc, Monsieur Baïdaron Ndiaye, donc c'est un ancien de l'ACUS. L'ACUS, c'est la chaire UNESCO en sciences de l'éducation qui est hébergée à l'intérieur du département éducation de la FASTEF que dirige Monsieur Baïdaron Ndiaye et Monsieur Baïdarao, pardon, Monsieur Bamba, que vous avez rencontré lors du premier regroupement, et Madame Salimata, que vous connaissez toutes et tous. Donc, et Monsieur Ndiaye était lui le chef du département. Il y a encore il y a 3 années en arrière, je crois, avant de prendre sa retraite. C'est bien ça, Monsieur Ndiaye? Ça fait quelques 3 ans. Voilà, et il co-tuteur le module. Oui, Je voudrais allez-y. ajouter deux petites par rapport aux questions qui sont posées. Allez-y. D'abord, par rapport à la fiabilité, je crois que juste après, on vous a parlé d'évaluation diagnostique et ainsi de suite. Je crois que la fiabilité, parce que si on se réfère à certaines définitions, on fait une évaluation pour prendre une décision. Alors, une décision, il ne faut pas la prendre sur des choses légères. Donc, il faut se fier à des informations qui sont fiables, comme le dit leur collègue tout à l'heure. Si vous devez, par exemple, évaluer pour diagnostic, enfin, moi, je distinguerai les deux grandes, orientation et régulation et certification. Si vous voulez évaluer pour orienter votre apprentissage, savoir dans quel sens je vais travailler, mais si vous identifiez les élèves qui sont faibles, ils sont forts pour pouvoir prendre des mouvements, savoir là où ça ne va pas. Mais si vous ne donnez pas une évaluation sur laquelle on peut se fonder, comme il l'a dit, si tout le monde a les mêmes choses, vous ne pourrez pas prendre de décision par rapport à ça. Si vous voulez certifier aussi que quelqu'un a bien les compétences, il faut effectivement vous fier sur des évaluations fiables sur lesquelles on peut se baser pour prendre des décisions. Je crois que c'est ça le principe. Je crois qu'il a expliqué pour chacun des cas, si ce n'est pas sensible la décision, ce que ça vaut. Si elle n'est pas valide, la décision, ce qu'elle vaut. Et si elle n'est pas fidèle aussi, la décision ne vaut pas ce qu'elle vaut. Je crois que c'est ça. Le pilotage, aussi, je donne aussi un mot, parce que quoi, le concept même, quand on regarde le document, il n'est pas défini le concept. Le pilote, qu'est-ce qu'il fait? Le pilote, il a devant lui, le pilote d'un avion, il a devant des écrans. Chaque écran lui donne des informations pour gérer, parce qu'il ne va pas la route. Donc, c'est sur la base de ces informations qu'il gère son déplacement. Quand vous enseignez aussi, ou bien quand vous dirigez une société, une structure, un département, vous cherchez à avoir de la qualité, vous êtes en train de faire du pilotage de temps en temps, il faut vous dire, ça ne marche pas ici, ça marche, donc il faut redresser, il faut réguler. Et il faut prendre des informations régulièrement. Maintenant, les informations peuvent être un pilotage. La qualité, vous devez peut-être prendre un lien entre les moyens et le système, par exemple, c'est le pilotage par les moyens. Donc, vous prendrez des informations concernant les moyens en relation avec les résultats pour agir sur le système. Un autre va prendre simplement les résultats et voir comment je peux agir. Donc, je crois que c'est le concept même de pilotage, c'est le fait de prendre régulièrement des informations sur le système, de les analyser en vue de réguler ou d'améliorer la qualité. Je crois que c'est un peu dans ce sens. Et je crois que là aussi, le collègue Moussa a assez bien fait ça. Bon, c'était juste un apport très théorique que je voulais ajouter. Très bien. Merci. Merci, Monsieur Ndiaye, ça clarifie, ça complémente très bien ce qu'a dit Moussa. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer aux 3 autres questions. Je vois 3 autres mains levées. Rala Isandri, donc la parole est à vous. Ensuite, on prendra la question de Monsieur Géreb et la question de Madame Ndiaye. Allez-y. Voilà, merci. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Oui, Ralaïsan de Michel de Madagascar. D'abord, j'aimerais demander plus d'explications sur la notion de standardisation. Et à part ça aussi, il y a un chiffre à la page 16. Il y a un chiffre, l'écart type 15.
Je lis la phrase. On choisit donc une nouvelle moyenne de 100 et un nouvel écart type de 15. D'abord, pourquoi on prend la moyenne 100 et surtout, pourquoi on a choisi l'écart type 15? C'est ça ma question, ma première question. Et ma deuxième question se porte plutôt sur le niveau de difficulté dans un test. C'est plutôt à la page 25. Et ma question est que comment on peut avoir un test bien équilibré? À la page 15, c'est bien précisé qu'il faut mélanger les 3 niveaux de difficulté, les niveaux faciles, moyens et difficiles. Et ma question, je précise encore, comment est-ce que on peut avoir un test bien équilibré? Est-ce qu'il y a une règle qui, qui dicte qu'il faut avoir tel pourcentage d'items niveau facile, tel pourcentage moyen, tel pourcentage difficile, je ne sais pas. C'est tout peut-être. Merci beaucoup. Merci Michel. Juste, je me permets d'intervenir pour dire que pour la question sur l'écart type de 15, etc., ce genre de questions, vaut mieux les poser dans le forum parce qu'il faut laisser le temps au tuteur de lire le passage pour ne pas dire de bêtises. Donc là, il y a beaucoup de questions, etc. Donc c'est un peu compliqué. Donc Moussa, tu as noté la question. Monsieur Michel, je vous Ouais. demanderai, s'il vous plaît, de la poser dans la foire aux questions. Ça laissera la question à Moussa, à Ok, Monsieur ok. Ndiaye, de lire le document, page 16, et de voir ce qu'il en est. Donc, c'est page 16, on a noté. Donc, merci de poser la question dans la fac. Donc, Moussa, peut-être, Merci. cette fois-ci, je te demanderai de répondre directement parce que sinon, peut-être, ça va être loin après la réponse aux autres. Voilà. Ok, j'essaie de répondre directement et brièvement. Je vois que le temps passe pour que les autres Ouais. collègues puissent poser des questions. Et rapidement, peut-être aussi, on peut voir sur le forum comment approfondir l'explication sur la standardisation. La standardisation permet en fait de changer d'échelle de mesure. Comme vous le savez, par exemple, dans des analyses, on peut se retrouver avec avec des salaires, une variable sur les salaires. Les salaires, vous savez, c'est des centaines de milliers ou bien c'est des milliers. Et en même temps, vous avez, ça c'est pour vous donner une idée de l'échelle de mesure de cette variable. En même temps, vous pouvez avoir des variables sur l'âge par exemple, ou bien l'ancienneté des enseignants. Donc, vous voyez, l'ancienneté des enseignants, c'est une variable et en dessous on va se dire entre 0 à, c'est pas 50, ça va en tout cas varier. Et ça n'atteint pas 100 alors que les salaires sont sur des milliers, des centaines de milliers. Ou bien l'âge des élèves, voilà, au primaire qui varie entre 5-12 ans par exemple. Donc, du coup, dans une analyse, quand on met ces variables telles quelles dans l'analyse, on ne peut pas directement comparer l'effet de ces variables sur, par exemple, les acquisitions. On est en train d'expliquer les compétences des élèves sur la base de ces caractéristiques. Et donc, comme on ne peut pas, en fait, les techniques économétriques qu'on a utilisées pour l'analyse ne permettent pas directement à ces variables de comparer leur effet ou en tout cas leur corrélation avec les compétences. Et pour vraiment pouvoir comparer, on fait la standardisation, c'est-à-dire qu'on change maintenant les échelles, on ramène ces 3 variables dont j'ai donné l'exemple, on va les ramener sur une échelle comparable. Donc, on change et l'échelle, on va amener dans une échelle où, par exemple, la moyenne serait 0, l'écart type serait 1. Ça, c'est un exemple. Mais c'est juste le principe de changement d'échelle. Pour le- les, pourquoi la page 16, bon, je regarde, je vois pas la page 16, mais en tout cas, j'essaie de donner un peu. On a changé, comme je viens de le dire, une échelle, on amène
Et la variable a une moyenne de 100, un écart type de 15. Le pourquoi, c'est juste en fonction, je sais pas, des besoins d'affichage des résultats. Je sais pas si vous connaissez les évaluations, par exemple, PASEC aujourd'hui, et je crois que c'est des évaluations dont la moyenne est 500 et dont l'écart type est 100. Et le choix, on le fait généralement pour essayer de ne pas avoir des scores. Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant que la méthode de mesure a changé. Et c'est pour ne pas avoir des scores négatifs. Aujourd'hui, les types de techniques utilisées par le PASEC, c'est les mêmes techniques utilisées par l'évaluation PISA de l'OCDE ou bien les évaluations TIMSS et PULSE. Et ce type de score, si on ne standardise pas à, par exemple, des moyennes de 500 et un écart type de 100, on va avoir des scores négatifs. Et présenter à un public des scores négatifs, on aura du mal à l'expliquer. Parce que généralement, on est habitué à avoir des scores qui commencent par 0 et qui ont un maximum, et donc le milieu, c'est la moyenne. Alors qu'avec ces nouveaux types, on ne peut pas procéder comme ça. Donc, disons que c'est par convenance. Le pourquoi une moyenne de 100, un écart type de 100 et de 15, c'est parce que ça convient, ça permet de communiquer mieux. Et vous pouvez opter pour une moyenne de 300, un écart type de 50. C'est vraiment dans ce sens-là. Rapidement, comment avoir un test bien équilibré? Je pense qu'on a juste donné les principes. Euh, je pense pas, je n'ai pas en tout cas mon niveau de référence où on peut vous dire il faut tel pourcentage d'items faciles, tel pourcentage d'items moyens et difficiles. Et je ne le pense pas, mais généralement, euh, on essaye, ce que je peux dire, c'est que, bon, c'est un peu technique, on essaye d'avoir un test qui va conduire à une distribution selon la loi normale. C'est-à-dire qu'on a, ça c'est environ, hein, je pense qu'on a environ 5% et des items, pas des items faciles, mais 5% des élèves qui sont très en difficulté par rapport au test, 5% qui sont très, comment on appelle ça, très compétents. Et au milieu, on a donc à peu près et autour de la moyenne, en tout cas, c'est pas 50%. Donc, c'est vraiment des tendances. C'est juste qu'il faut avoir la majorité des élèves autour de la moyenne et très peu d'élèves au niveau des items difficiles, au niveau des items faciles. Donc, c'est cette tendance que je peux dire, mais je n'ai pas à mon niveau. Je ne sais pas si M. Ndiaye a des références pour ça. Et c'est ce que je peux dire. Il faut essayer Merci. d'avoir maximum items moyen facile, et pardon, moyen, et des items auxquels à peu près la moitié des élèves réussissent, la moitié ne réussissent pas, et très peu facile, difficile en résumé. Merci, Moussa. Monsieur Ndiaye, est-ce que vous voulez rajouter des compléments? Non, c'est pas la peine. Pour la dernière question, la réponse est convenable. Bon, pour la standardisation aussi, c'est assez correct parce qu'il faut trouver un prof qui note sur 100, un autre qui note sur 20. Tu ne peux pas comparer ces élèves tant que tu n'as pas ramené ça sur une même base. Et là, on choisit un standard qui peut être 0,1, comme il a dit. Donc, je crois que c'est vraiment pour des besoins de comparaison. Sinon, on ne peut pas. Donc, par exemple, un exemple qu'on donne en statistique, tu fais la moyenne entre une mesure des poids des éléphants et une autre mesure des poids de moutons. Tu fais la moyenne des poids. Quelle est la mesure la plus homogène, par exemple? Et tu ne peux pas faire de comparaison si si les écarts ne sont pas du même ordre. Parce que l'écart avec la mesure des poids des éléphants, avec la mesure des poids des moutons,
tu vas trouver des choses dans tous les sens. Donc, pour pouvoir être comparable, il faudra mener ça à quelque chose qui soit standardisé, c'est ça. Donc, et vous choisissez maintenant soit 0,1, soit, comme il a dit, 115, ainsi de suite. Mais en tout cas, le principe, c'est ça. C'est parce qu'on veut, en général, c'est quand on veut comparer, mettre en parallèle, on fait surtout ça. Mais peut-être comme Thérésina l'a dit aussi, il faut attendre un peu les forats pour peut-être approfondir. Et voilà. Merci. Merci, M. Ndiaye. Effectivement, on va demander à Michel de poser ces 2 questions dans le forum, foire aux questions. Comme ça, Moussa, M. Ndiaye et aussi Oswald pourront revenir là-dessus de façon plus détaillée. Ils prendront le temps d'écrire une réponse claire et peut-être on trouvera alors peut-être un peu plus d'informations sur, la dernière question, par exemple, le nombre d'items faciles, difficiles. Peut-être il y aura une réponse d'ici là. Merci à Michel. Donc maintenant la parole à Bassine. Bonjour Bassine, vous Peut-être à êtes... tous. Voilà, merci, bonjour. Voilà, merci, c'est ça, oui. Bonjour à tout le monde. Je m'excuse des 6 à 5 minutes de retard là d'entrée. Bon, moi, j'avais juste 3 petites interrogations parce que je l'avais noté avant qu'il ne l'explique par rapport à la fidélité sur les 3 points de sensibilité ou bien de fiabilité de l'évaluation. Maintenant, si l'élève fait une introspection ou s'auto-évalue à la minute pour se rectifier, pour rectifier de ses erreurs, est-ce qu'il pourra avoir, par exemple, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des différences de résultats par rapport à une évaluation? Parce que bon, je ne sais pas, si on dit dans les mêmes conditions, la même évaluation ou bien la même, je ne sais pas quoi encore, on l'administre à un élève. Moi, on me l'administre. Bon, on retourne. Je ne sais pas si ce sera instantané, le jour même, le lendemain, le surlendemain, dans les mêmes conditions. Et là, si je dis, bon, c'est vrai que je ne devrais pas le faire ainsi. C'est vrai que je devrais placer par. Est-ce que j'ai trouvé? Bon, je crois que normalement, c'est comme ça l'exercice. Est-ce qu'il n'y aura pas de différence en ce niveau par rapport à la fidélité? C'est ça ma première question. Maintenant, bon, Tessa, vous m'avez donné un lien sur lequel je pourrais poster mon devoir. Est-ce que ce lien est partagé à tout le groupe? Donc, il y en a qui me demandent. J'ai dit, bon, je vais après poser le problème. Bon, cette fois-ci, je me suis évertuée à faire l'exercice dans le calque, mais j'avais quelques difficultés, par exemple, pour les signes, les symboles là, supérieur, inférieur, etc., à le trouver dans le calque. J'étais obligée de copier quelque part, de mettre ça dans une cellule, et si toutefois que j'en ai besoin, de le mettre à sa place, etc. Il y a des fonctions vraiment pour les rechercher et aller vite sur l'exercice. C'est difficile à les trouver dans le calque. Voilà, merci pour ces 3 interrogations. Merci Bassine. Donc, par rapport à la question sur le devoir, à la toute fin, je prendrai 2 minutes pour vous remontrer la plateforme et vous expliquer que où sont les espaces de dépôt qui sont clairement là. Donc, on va laisser ça pour la fin. Et voilà, pour calque aussi, on pourra regarder ça à la fin. Moussa? OK. En fait, oui, Madame Bassine, vous posez vraiment une question très difficile pour moi en tout cas. Et c'est, en fait, souvent, le terme est plus théorique que pratique parce que quand on dit qu'on doit, si le test est fidèle, si une fois administré à la même personne 2 fois, doit aboutir au même résultat. C'est, comme vous l'expliquez, oui, en ce moment-là, la personne aura le temps de s'auto-corriger et certainement pourra avoir une meilleure, comment on appelle ça, une meilleure note. En fait, souvent, théoriquement, on se dit que si l'élève a pu réussir le test, euh, c'est que, en fait, il y a déjà tous ces aspects-là. C'est un peu ça qu'on entend dans des conditions similaires. C'est comme si on donne à un élève un test de 30 minutes. On suppose que dans ces 30 minutes, l'élève aura aussi le temps de s'auto-corriger, même si c'est la première fois,
il fait son test, il regarde ce qu'il a fait, il s'auto-corrige. Mais en tout cas, il a tous les éléments pour que la note qu'on obtienne soit véritablement sa compétence. Donc, tous ces aspects-là, on les suppose pour dire que, donc, une fois que le test a admissionné 2 fois, donc, dès la première fois, il a déjà un peu tout ce dont il a besoin pour réussir le test. C'est dans les mêmes conditions que ce sera la deuxième. Mais concrètement, sur le terrain, on le fait pratiquement jamais. On ne revient pas avec la même personne pour réadministrer le même test. Dans la pratique, comment cela va se manifester? Généralement, on se dit que 2 personnes qui ont des caractéristiques très similaires, qui ont les mêmes compétences, ce sont ces deux-là qui vont réussir de la même manière le test. Donc, on peut un peu faire un parallèle. On suppose que c'est comme si on est en train de supposer que c'est la même personne qu'on est en train d'observer 2 fois à travers ces 2 personnes qui ont les mêmes caractéristiques, qui ont la même compétence. Et généralement, de façon pratique, c'est comme ça qu'on essaye de le voir, même si on sait que 2 personnes ne peuvent jamais être identiques, mais voilà, avec les techniques statistiques, on essaie de faire comme ça. Bon, c'est une tentative de réponse. Je sais que ça ne répond pas exactement, mais c'est un peu comme ça que j'essaie de l'expliquer. Donc, il faut plus voir ça de façon théorique, mais dans la pratique, on le fera différemment. Je vois que monsieur Ndiaye a la main levée. Monsieur Ndiaye, allez-y si vous voulez complémenter. Monsieur Ndiaye? Vous êtes sur mute, je ne sais pas si vous essayez de parler? Ah, OK. Bon, en attendant qu'il prenne la parole, monsieur Ndiaye, on vous entend pas, je ne sais pas si vous essayez de prendre la parole. Peut-être Moussa, peut-être que je m'avance, mais d'ici quelques jours, peut-être si on peut trouver un exemple de qu'est-ce que serait un test qui n'est pas fidèle, ça pourrait peut-être aider les participants à comprendre peut-être. Est-ce que enfin, ça existe sûrement des tests qui ne sont pas fidèles. Donc justement, est-ce qu'on peut essayer de Oui, trouver ce genre d'exemple pour essayer de clarifier ça? oui, oui, on peut trouver des exemples même de calcul de fidélité. Et je crois qu'on peut trouver des exemples au niveau du PASEC. Donc, je peux essayer de les trouver et vous envoyer pour Voilà, illustration. merci. Donc si Comment on arrive à concrètement, par voilà. exemple, le PASEC. Calcule la fidélité. Donc, si on arrive à expliquer comment le PASEC calcule la fidélité, par exemple, ou trouver des exemples de tests qui ne sont pas fidèles, ça pourra clarifier pour nos participants qu'est-ce que ça veut dire finalement un test fidèle. Mm. Merci Moussa. Donc, comme j'ai expliqué les 2 dernières questions, on verra ça à la fin. Alors, j'avais maintenant Monsieur Ilunga et ensuite Monsieur Célestin. Monsieur Ilunga, la parole est à vous. Monsieur Ndiaye, intervenez quand vous voulez. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Je ne voulais pas beaucoup traîner puisque le temps est en train vraiment de partir. Ma préoccupation est sur le motif de la page 12. Je voudrais un peu comprendre par une illustration. En ce qui concerne ce qu'on a évoqué, le jugement professoral, on a évoqué les 2 effets de stéréotypie ou d'inertie et l'effet de halo. À ce qui concerne l'interaction entre l'enseignant et l'élève. Je voudrais un peu essayer de comprendre les 2 effets par rapport au jugement professoral entre l'enseignant et l'élève. C'est la seule préoccupation puisque les autres ont été déjà ramassés par les collègues. Merci. Merci. Moussa, est-ce que tu as la page? Tu veux que je l'affiche ou ça va? Page 12. Page 12. Je peux peut-être l'afficher pour le bénéfice de tout le monde. Oui, oui, oui. C'est les arrangements, je crois. Ici à Oui, oui, l'écran, je ne sais j'ai pas si vous la page voyez. 12. Et Effectivement, sur les arrangements, oui. Page 12, voilà, du voilà. module. Oui. C'est très Voilà. petit sur l'écran, mais donc Ouais. en fait, les deux, donc vous voulez un peu de clarification sur l'effet de stéréotypie et halo. Hum, Oui. c'est un peu, Ouais. on essaie de montrer un peu que souvent qu'il y a des a priori et dans les notations par les enseignants aux élèves. Hum, je ne sais pas si vous avez déjà
eu le sentiment de voir ça ou bien de vivre ça. Et souvent, il y a des élèves qui sont très performants et voilà, on sait que, comme on vient de le dire, souvent les conditions de passation des tests peuvent changer, tout ça. Donc, du coup, souvent, les enseignants ont tendance à être, disons, plus flexibles avec ces élèves dont ils ont toujours vu des bonnes notes. Et donc, l'enseignant se fait et comment on appelle ça, un jugement a priori en se disant que c'est un élève qui a toujours été meilleur, je lui donne il doit avoir une meilleure note. Donc, ce sentiment un peu change la, la note réelle donnée par l'enseignant. Donc, c'est un peu ça, l'effet de stéréotypie. Donc, on l'a dit que en lien avec les notes obtenues auparavant, et certains enseignants, ou bien peut-être même beaucoup d'enseignants, tendent à donner de bonnes notes à, à de tels élèves qui ont eu auparavant de très bonnes notes. Et quant à Et l'effet donc, du de... coup, des mauvaises notes à ceux qui ont tendance à en avoir des mauvaises, sûrement. Exactement, exactement. Donc, chaque catégorie avec à peu près la note que Comparable à la chaque fois. catégorie a l'habitude d'avoir. Exactement, exactement. L'effet de halo, c'est toujours un jugement a priori, mais un peu différemment. Mais ici, c'est basé, l'influence est due aux caractéristiques, pas nécessairement les notes, mais plus d'autres types de caractéristiques qu'on a listées ici. Donc, le physique, un peu pour ne pas dire la présentation de l'élève, et les élèves qui parlent avec un bon accent très correctement et en classe, et l'enseignant peut tout de suite et se dire que c'est un élève qui doit Mhm. être compétent. Donc, quand il fait des évaluations, généralement, ces élèves-là peuvent avoir de bonnes notes dues à cette influence liée un peu à la perception que l'enseignant a eue de l'élève. Donc, disons que l'effet de halo, c'est plus la perception et de tout ce qui est de la perception autre que les, les Les notes compétences réelles. auparavant. Je pense qu'on Mhm. peut. Mhm. Donc, ça veut dire que ce n'est pas toujours, ou même tu dirais peut-être même souvent, c'est pas la Mhm. compétence même de l'élève qui joue dans ces résultats qui sont attribués par l'enseignant, mais qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Il y a la subjectivité qui peut Exactement. être due à l'élève présente très bien, il est beau, Voilà, ses voilà. parents sont riches, donc voilà, donc ça, il y a la subjectivité, il y a des préjugés, bons ou Mhm. mauvais, et Ok. qui rentrent en compte dans l'évaluation de l'enseignant, ce qui fait qu'on est obligé de donner des tests, d'administrer des tests standards et des tests justement pour Mhm. éviter ce genre de Mhm. subjectivité. Un exemple Euh, qu'on donne, oui, c'est les élèves qui présentent très proprement leur copie. Souvent, ça influence un peu. ok, très bien. Merci Moussa Ok, à cette réponse de Monsieur merci. Lunga, à cette question de Monsieur Lunga. Monsieur Célestin, ensuite je vois Monsieur Eladj. Monsieur Ndiaye, s'il vous plaît, si vous voulez intervenir, Oui, n'hésitez pas. oui, je suis là, oui. Allez-y, Monsieur Je- Célestin, posez votre question. J'allais dire que c'est presque sans objet parce que ce papier a déjà posé cette question. Et je voudrais revenir aussi par rapport à la fidélité des tests. Hein. J'avais lu quelque part que le test est fidèle s'il est censé s'il mesure ce qu'il est censé mesurer. S'il ne mesure pas ce qu'il est censé mesurer, c'est-à-dire le test n'est pas fidèle. C'est ça, je lis quelque part, mais j'allais poser la même question que ce papier a posé. Je ne sais pas si je suis dans le bon par rapport à cette question de fidélité des tests. Merci. Je pense que vous confondez avec la validité. Oui, c'est la validité à travers le critère de validité où on dit qu'une évaluation évalue ce qu'elle est censée évaluer. Donc, une évaluation de maths doit évaluer les maths. Une évaluation de lecture doit évaluer la lecture. Ou bien une compétence précise, une évaluation qui veut mesurer la connaissance et non pas l'application.
doit mesurer vraiment cela. Donc, c'est juste veiller à ce que à ce que l'évaluation respecte ce qu'elle est censée Censé évaluer. évaluer. Donc, Mm. c'est la validité et pas pas la fidélité. Pour la fidélité, on y reviendra, comme on a dit dans la foire aux questions. Donc, Monsieur Ladji, s'il vous plaît, ensuite Monsieur Keita ou Madame Keita, et ensuite on aura fini. Merci beaucoup, Tessa, merci. Je vais Merci. essayer de faire vite parce qu'apparemment, il ne reste plus beaucoup trop de temps. Ma préoccupation, c'était, bon, moi, je fais référence un peu à la psychotechnique, peut-être à laquelle je suis plus habitué dans le cadre des évaluations. En psychotechnique, on nous apprend que lorsqu'un test, un test psychotechnique en l'occurrence, est bien étalonné, la distribution de la population observée nous donne un peu une distribution selon la courbe de Gauss, donc une distribution donc gaussienne. Et là, à la page 13, la citation de Landshire m'a un peu interpellé, parce qu'ici, on considère un peu cette distribution-là, peut-être selon une certaine perception que l'enseignant peut avoir. Et là, donc, c'est quasiment un biais. Parce qu'ici, on dit un enseignant a ajusté le niveau de son enseignement et ses appréciations des performances des élèves de façon à conserver d'année en année, approximativement la même distribution gaussienne des notes. Donc, ma question, c'est est-ce que forcément on a une distribution gaussienne dans le cadre donc, de l'enseignement, des évaluations donc, par rapport aux devoirs, ou bien est-ce qu'ici il s'agit d'un biais, on n'a pas forcément besoin d'avoir ça? C'est ça un peu la question. Merci beaucoup. Merci. Moussa? Je ne suis pas sûr de comprendre. Mais en tout cas, concernant la distribution, oui, c'est ce que je disais, la distribution gaussienne ou bien la loi normale. Et un bon test, et ça c'est pour les études, pour C'est bon, la je suis. recherche. Oui, une bonne évaluation doit présenter une distribution selon la loi de Gauss, c'est-à-dire que on aura la majorité des élèves concentrés autour de La moyenne. autour de la moyenne, autour des items moyens, faciles pardon, autour des items moyens et très peu d'élèves concentrés autour des items ou bien disons des compétences difficiles et faciles. Maintenant, dans la pratique, oui, souvent on arrive à des évaluations qui n'ont pas cette distribution. Il faut voir juste, je pense, comment se présente finalement ce test, qu'il faut le documenter. Si finalement c'est un test ou bien une évaluation qui est très difficile, il faut juste documenter ça, il faut bien le présenter. Et c'est une évaluation qui a été très difficile. Et est-ce que l'évaluation est difficile parce que le test est très difficile ou bien ça a été difficile finalement parce que ce sont des élèves qui ont des difficultés et donc qui expliquent que la majorité n'ont pas réussi. Donc voilà, on documente ça et s'il y a d'autres évaluations qui suivent, on essaye un peu d'améliorer pour arriver à une distribution selon la loi normale. Oui, Moussa, justement, si je comprends bien, donc si on a ce genre de test qui ne répond pas à la loi normale, ça voudrait dire qu'il n'a pas satisfait les critères, sensibilité, fidélité, validité. Parce que soit ils sont Ou- tous très faciles, soit ils ont tous très bien réussi, soit ils ont tous très mal réussi. Donc alors que dans la Oui, population, enfin, on imagine que tous les élèves, exactement. C'est-à-dire qu'au niveau dans les trois critères, on a peut-être plus une difficulté avec le critère de sensibilité. sensibilité. Et si on se trouve avec un test très difficile, donc la distribution va plus s'étaler d'un côté. Et en fait, on va dire que la queue est plus longue de tel côté. Donc, oui, et c'est pour ça maintenant, prochainement, donc, on documente, on précise qu'il y a ces limites avec cette évaluation qu'on a parce que finalement, on n'a pas une distribution normale. C'est un test plus facile ou bien plus difficile. Et s'il y a prochainement d'autres évaluations, on peut quand même continuer à analyser le reste tout en tenant compte de cet aspect qu'on a déjà
est trouvé. C'est pour ça il faut toujours présenter les limites de l'évaluation dans l'étude, même si les données sont utilisées pour prendre des décisions. Et donc, limiter en ce moment-là les décisions qu'on prendra sur la base de ces limites constatées. Merci Moussa. Je vois que M. Ndiaye va intervenir. M. Ndiaye? M. Ndiaye, vous voulez intervenir? Vous êtes sur mute? Le micro. Oui, le micro est fermé. Je ne sais pas s'il a un problème avec son micro ou avec sa connexion. Oui, oui, allez-y, M. Baïdara. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, là, on vous entend. Allez-y. Ah, ok. Non, c'était par rapport à la loi normale. Je crois qu'il faut faire attention. La loi normale, c'est une loi pour des phénomènes naturels. On l'appelle normale parce que les phénomènes naturels dans la vie obéissent à la loi normale. Si vous mesurez le poids de 1000 personnes, vous avez une loi normale. Si vous mesurez la taille de 1000 personnes, ainsi de suite, ce sont des phénomènes naturels. Maintenant, à l'école, comme le collègue le dit, si vous évaluez, vous cherchez la forme de votre courbe. Mais a priori, vous ne savez pas comment elle va être. Mais si vous trouvez qu'elle est normale, continuez, comme le dit le collègue, vous continuez à faire des examens, des devoirs, pour voir comment évolue cette courbe. Si elle reste toujours normale sans avancer vers la droite, si elle reste toujours normale, ça veut dire que votre classe a toujours le même niveau. Mais si elle avance vers la droite, c'est-à-dire que non seulement le pic est le même, mais ça bouge vers la droite, ça vous avez plus de pourcentage de gens qui font des efforts. Donc, la courbe, elle ne doit pas être forcément gaussienne. Si elle est gaussienne, c'est que votre classe est homogène. Si vous parvenez à la maintenir gaussienne tout le long de l'année, ça veut dire que vous arrivez à faire avancer, vous êtes équitable, vous parvenez à faire avancer vos élèves de la même façon. Et si vous arrivez à en faire une courbe en J, je crois que c'est ça, ça veut dire que les meilleurs, vous les poussez, et je crois que c'est comme ça qu'il faut utiliser la. Mais forcément, elle ne va pas être normale. Je crois qu'il faut voir comment elle évolue, et en fonction de l'évolution, vous jugez si votre enseignement ou votre évaluation obéit en tout cas, donne de la qualité par rapport aux apprentissages. Je crois que peut-être on aura l'occasion d'en reparler pendant le processus. Mais il ne faut pas nécessairement, la courbe normale, c'est des phénomènes naturels. On l'adapte à l'enseignement, aux évaluations, mais c'est pour des phénomènes purement naturels. Si on compare l'origine de cette courbe. Merci. Merci, M. Ndiaye, c'est très intéressant. Donc, on va demander à M. Ning, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez poser cette question, cette interrogation dans la fac? Et là encore, on va donner l'occasion à nos tuteurs de venir complémenter, de venir voilà, discuter et vous donner plus d'informations. C'est très intéressant et on aura aussi l'occasion pendant le regroupement virtuel, bientôt je vous envoie l'information là-dessus, de revenir sur chacun des modules et peut-être on aura l'occasion de rentrer dans ce genre un peu plus dans ce genre de détails. Donc, merci, M. Ning, de poser cette question. M. Ndiaye, merci pour la précision. Une dernière question de M. Keita. Je vois qu'il y a une question dans le chat de M. Tenzumbe, mais je vous le demanderai de la poser dans la foire aux questions parce que là, vraiment, il est trop tard. On est déjà à 5 minutes passées l'heure de fermeture du chat. Donc, je vous demanderai à M. Tenzumbe, s'il vous plaît, de poser cette question dans la foire aux questions. Nos tuteurs y répondront. Donc, la parole à M. Keita pour la dernière question, s'il vous plaît. Ok, merci. Moi, c'est Keita Karim. C'est ma première fois même de participer au Teams. Moi, nous avons des soucis. Comme nous on n'avait pas participé aux différents cours. Donc, au niveau des devoirs, si vous nous donnez des devoirs, parce qu'on se regroupe, on le fait par groupe ensemble. Et on dit que les devoirs similaires, lors de la correction, bon, je ne sais pas si c'est 0 qu'on va donner, mais nos devoirs sont proches. Ok, d'accord. Monsieur Keita, ça c'est la Guinée? Oui, c'est la Guinée, oui. Ben justement, je voudrais vous parler après le regroupement, après ce chat de démarrage. Donc, restez en ligne et on va avoir une petite discussion ensemble par rapport au cas de la Guinée. Donc, restez en ligne, on va aborder ça après, juste vous et l'équipe Guinée et moi-même. Je vois qu'il y avait une main levée, mais Madame Biot, c'est trop tard maintenant, s'il vous plaît. Donc, je vais vous demander à tous ceux et celles qui ont d'autres questions sur le contenu ou sur tout autre type de questions, sur l'administration, etc., de bien vouloir poser leurs questions dans la foire aux questions. Elle est là pour ça. Pour l'instant, j'ai vu une seule question que je vais demander à Moussa de bien vouloir, Monsieur Ndiaye, de bien vouloir regarder aujourd'hui, d'y répondre. Monsieur Ndiaye, je vois que vous avez la main levée. Je ne sais pas si c'est la main de tout à l'heure, si vous voulez encore intervenir.
Non, 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 c'est une ancienne. Je m'excuse. I'm sorry. Il n'y a pas de souci. Donc, merci vraiment à toutes et à tous. Madame Diaye, attendez une seconde, Bassine, je vais répondre par rapport à vos questions. Mais pour toutes ceux et celles, et surtout les tuteurs qui ont bien d'autres choses à faire aussi. Donc, merci vraiment pour avoir pris part à ce chat, ce Teams de démarrage. Vous êtes nombreux, très intéressés, très intéressantes vos questions. Et je vous encourage fortement à continuer les lectures, continuer à interagir avec nous sur la plateforme en posant vos questions dans la foire aux questions, mais aussi par email. Mais on préfère la foire aux questions, comme ça tous les participants peuvent aussi bénéficier des questions et des réponses. Je laisse aussi les questions des années précédentes parce que comme je l'ai dit, enfin, je fais un nettoyage, je ne laisse pas toutes les questions. Il y en a plusieurs qui vont vous intéresser, auxquelles les réponses ont déjà été données. Donc, vous avez déjà plusieurs éléments de réponse à vos questions dans les questions posées par les participants qui sont passés à travers la formation avant vous et les résumés des différents chats de démarrage auparavant. Merci à toutes et à tous. Je propose à tous ceux qui veulent rester de rester pour répondre écouter la réponse à Bassine et pour Monsieur Ndiaye et Moussa. Donc, on vous libère. Merci vraiment beaucoup et à bientôt sur la plateforme. OK. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir, Moussa. Au revoir, Monsieur Ndiaye. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Nous, on est dans l'ambiance papale. Alors, attendez, s'il vous plaît, on y va, non, on y va de façon, attendez, s'il vous plaît, on va y aller de façon ordonnée parce que là, vous parlez tous en même temps. Donc, je réponds déjà à la question de Yacine et ensuite, on ne va pas prolonger le chat pendant 1 heure, hein, le Teams. Hein. Je réponds à la question de Yacine et ensuite, je vais voir avec la Guinée. Donc, Yacine, par rapport à la question sur la plateforme, par rapport au devoir, je vous ai envoyé le lien, mais le lien, en fait, il a toujours été là sur la plateforme. À chaque fois que vous avez un devoir à réaliser, vous voyez l'énoncé du devoir aussi bien que, juste en dessous, l'espace du dépôt de devoir. Donc, le lien est toujours là. Donc, je n'ai pas, en fait, à vous envoyer le lien. Je vous l'ai envoyé parce que vous m'avez posé une question, mais le lien pour l'espace de dépôt est toujours, il suit toujours l'énoncé du devoir. Donc, vous avez toujours, au fur et à mesure que je les ouvre, les espaces. Donc, en fait, il faut que vos collègues cliquent sur le lien, l'espace de dépôt du devoir. Pour chaque devoir, il y a un espace de dépôt et un seul qui accepte un devoir et un seul. Et tout le monde sera capable de déposer son devoir, vous et tous vos autres collègues. Est-ce que c'est clair par rapport à cette question? Oui? Oui, Madame Tessa, c'est ce qu'on faisait d'habitude. Mais cette fois-ci, même par rapport au retard, on a mis, je crois que, est-ce que c'est pas décembre 2021, je ne sais pas quoi. L'espace de dépôt là, cette fois-ci, c'est pas actualisé, si ça devrait l'être. On a ouvert, mais on n'a rien vu. On a ouvert, on n'a rien. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, mais l'espace de dépôt. Alors, ça dépend quand est-ce que vous avez regardé, parce que comme je vous avais informé, il y avait eu un problème technique. Donc, j'avais lancé le cours, mais le cours n'a pas, il n'y a pas eu d'actualisation sur la plateforme. On a des petits problèmes techniques en ce moment. Donc, si c'est si c'est avant qu'on ait réglé les problèmes techniques, alors effectivement, vous avez pu voir un espace de dépôt qui n'était pas accessible parce que la plateforme n'avait pas pris en compte les changements que j'avais effectués. Et c'est seulement le lendemain, le mardi qui a suivi, que la plateforme a pris en compte les changements, que les problèmes techniques ont été réglés. Donc, si vous aviez effectivement regardé avant ou si c'était avant que les problèmes techniques soient réglés, il y avait un problème avec les espaces. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, tout le monde devrait avoir accès, tout le monde devrait pouvoir déposer son devoir sans problème. Je vais faire pour être sûr un dernier tour, mais normalement, il n'y a pas de souci. Tous et chacun d'entre vous sont en mesure de déposer le devoir normalement. Et vous aviez une autre question par rapport à Calc. Alors, je ne sais pas la question que vous aviez posée, c'était par rapport à l'utilisation ou l'insertion de supérieur ou égal. Alors, je ne pense pas que ni dans Calc ni dans Excel, il y a une façon précise de rentrer supérieur ou égal. Il faut le trouver dans le clavier, en fait. C'est la façon dont vous allez le trouver sur le clavier. Mais supérieur égal, il n'y a pas un signe supérieur égal. Je pense que je vais demander à Oswald et à Moussa de regarder, de répondre dans le chat de démarrage, mais normalement, quand vous cherchez à écrire supérieur égal, il me semble qu'il faut rentrer quelque chose comme ça. Il est écrit dans le chat ou comme ça. Il n'y aura pas forcément un supérieur ou égal sur votre clavier. Donc, on va vous poser la question dans la foire aux questions. Là, pareil, on va vous répondre, mais il me semble que
vous n'allez pas trouver forcément un supérieur ou égal, à moins que vous le cherchiez dans les, comment on appelle ça, dans les, Oui, dans Word symbole, oui. dans les Insertion symboles, voilà. symbole peut-être, C'est oui. ça. Oui, parce que sur le clavier, ça dépend du clavier, mais par exemple, sur mon clavier, je n'ai pas de supérieur ou égal. Il faut que je le rende d'une certaine façon. Donc, mais vous pouvez toujours poser la question sur la foire aux questions, on va vous répondre. Mais voilà, ça dépend du clavier, ça dépend voilà, de comment vous utilisez ça. Merci. Donc, maintenant, le chat est officiellement terminé. Je vois que j'ai une réponse de Marie-Jocelyne. Marie-Jocelyne, si c'est sur le contenu, il vous faut la poser sur la foire aux questions. Les tuteurs sont déconnectés. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Enfin, le chat est terminé, en fait. Donc, si c'est par rapport au contenu, il faut poser vos questions sur la plateforme. Non, c'est pas Sinon, sur le contenu. c'est par rapport à… Juste pour rappeler que je ne suis pas dans un groupe, je voudrais bien être intégrée à un groupe. Oui, mais vous et moi, il faut qu'on discute justement par rapport à… Bon, on va se parler après parce qu'il y a aussi une question par rapport à votre progression. Donc, on va se parler après. Donc, je vais vous trouver sur Teams. Très bien. Donc, ceci conclut notre chat. Je vais demander juste… Oui. Ça. Oui. Excusez-moi, et par rapport au délai, il y en a qui vraiment préfèrent déposer leur devoir s'ils avaient une semaine ferme, bien sûr, et en fin de semaine, dimanche, avant 23 heures. Mais vous aviez dit que vous nous donniez 2 jours de plus ou de grâce par rapport au retard que vous aviez accusé. Mais on est jeudi aujourd'hui. Bon, vraiment, on venait de terminer le devoir 1 sur les acquis scolaires. On n'a pas pratiquement commencé le devoir 2 et on va déposer normalement ce dimanche, Inch'Allah, fin de semaine. Je répète encore une fois, vous déposez vos devoirs quand vous voulez. Je n'impose rien. La seule imposition, c'est la date de clôture du module après laquelle vous ne pouvez plus déposer. Si vous avez même terminé le devoir, vous le faites en un jour, vous le déposez. Il n'y a pas de souci. Donc, le calendrier donne un rythme qu'on essaye de rendre soutenable par tout le monde. Donc, on essaye de vous donner un calendrier qui devrait permettre à la majorité d'entre vous de suivre ce calendrier, de déposer les devoirs tous les dimanches. Après, il y en a qui peuvent le terminer le vendredi, puis ils veulent s'en débarrasser, le déposer. Il n'y a pas de souci. La plateforme est ouverte. Hein. À partir du moment où je lance un espace de dépôt de devoirs, il est ouvert. Donc, vous pouvez le déposer avant, vous pouvez le déposer après, mais sauf que vous ne pouvez pas déposer après la date de clôture. Mais il n'y a pas de souci. Vous êtes des adultes, vous gérez votre propre temps de travail. Si vous avez terminé très rapidement, c'est encore mieux pour vous. Vous le déposez, vous avez l'esprit tranquille et vous pouvez même avancer sur la lecture d'après. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre le lundi pour commencer la lecture de l'activité 3. Non, pas du tout. Certains d'entre vous peuvent terminer le module dans 2 semaines. Hein. Certains peuvent terminer en 3. Vous progressez à votre rythme selon ce qui vous arrange. Après, pour le devoir de groupe, effectivement, vous devez travailler en groupe. Donc, ce n'est pas à votre rythme seul. Il faut trouver un rythme qui satisfait tout le monde dans le groupe et vous encourager les uns et les autres, avec l'aide du coordinateur de groupe, à déposer avant la date de clôture. Donc, pour le groupe, vous devez vous organiser et puis prendre en compte les contraintes des uns et des autres, des missions, le travail, les responsabilités personnelles. Donc, mettez-vous d'accord dans le groupe en fonction de vos contraintes, qui peut avancer là-dessus. Moi, cette semaine, je ne suis pas disponible. Donc, moi, je peux prendre le lead là-dessus et puis la semaine prochaine, toi, tu compléteras cette partie, etc. Donc, travaillez en groupe et mettez-vous d'accord sur comment vous coordonner de façon à respecter les contraintes que certains d'entre vous ont, etc. Ceux qui peuvent commencer commencent et les autres contribueront après. Maintenant, pour le travail individuel, les devoirs individuels, vous les déposez vraiment à votre rythme. Juste pour information, pour la guider, mais que c'est aussi bon pour tout le monde ici, hein, les devoirs individuels, ça doit être réalisé de façon individuelle, ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de discuter entre vous sur le contenu de la formation. Bien au contraire, vous êtes des équipes pays, on demande à inclure des équipes payées parce qu'on veut que vous collaboriez, vous entraidiez à comprendre le contenu. Donc, vous pouvez tout à fait discuter du contenu, vous aider les uns les autres à comprendre ce contenu, débattre, voilà. Mais au moment de réaliser les devoirs individuels, justement, on en est dans le sujet des évaluations des acquis. Si vous le réalisez, le devoir en groupe, on n'est pas capable de dire si monsieur tel, finalement, il a compris quelque chose ou pas. Si madame un tel, elle a des difficultés ici ou pas. Donc, si vous réalisez tous les devoirs individuels en groupe, on n'est pas capable,
Ce n'est pas une évaluation sensible. On n'est pas capable de dire qui comprend, qui ne comprend pas, qui a des difficultés, qui ne maîtrise pas. Donc, un devoir individuel est un devoir individuel. Vous pouvez travailler en groupe à comprendre le contenu et on vous encourage même à le faire, mais à un moment de faire le devoir, vous devez chacun rentre chez soi et fait son devoir chez soi tranquillement, à tête reposée, seul face à son énoncé. Et voilà, il faut que vous puissiez aussi savoir où est-ce que vous vous situez par rapport à vos compétences, parce que quand va arriver l'examen, vous serez seul face à la copie. Si vous faites tout en groupe et que vous n'êtes jamais capable de voir que finalement, vous n'avez pas bien compris, que finalement, vous ne savez pas calculer cet indicateur, que finalement, vous ne savez pas utiliser calque, qu'est-ce qui va arriver le jour de l'examen? Vos collègues ne seront pas là pour vous aider. Et puis, qu'est-ce que vous retirez comme bénéfice à faire tous les devoirs individuels en groupe? À la fin, c'est pour renforcer vos compétences personnelles, oui, collaboratives aussi, parce que vous êtes là pour appuyer une institution, une organisation qui sont vos ministères, mais aussi que vous soyez plus compétent et plus efficient dans votre travail personnel. Si vous faites tout en groupe, demain, vos collègues sont mutés ou vous déménagez, vous êtes muté, mais vous n'aurez pas toujours vos collègues pour vous aider à réaliser votre travail. Donc, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et puis de faire son travail par lui-même. Et justement, on vous laisse toute la période du module, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, dépendamment de combien de temps dure le module, pour vous rendre compte que ben, je n'arrive pas à réaliser le devoir 1, je n'arrive pas à réaliser le devoir 2. Et ben, je vais aller voir mes collègues pour qu'ils m'expliquent cette notion que je n'ai pas bien compris, ou je vais aller poser des questions au tuteur sur la plateforme. Voilà. Mais si vous réalisez tout en groupe, certains d'entre vous, je suis sûre, vont se reposer un peu plus que les autres, c'est humain, dans le groupe. Il y en a toujours certains qui vont prendre le lead. Et à la fin, vous n'allez pas développer les connaissances et les compétences. Vous n'allez pas acquérir les connaissances et développer les compétences que vous êtes supposé acquérir. Et donc, vous allez vous n'en tirez pas tous les bénéfices que vous devriez en tirer. Donc voilà, je voulais dire ça à tout le groupe parce que c'est quelque chose qui doit être compris par tous, que oui, le groupe est important, oui, le travail collaboratif est important, oui, on recrute des équipes pays parce que vous travaillez en équipe dans vos ministères, vous ne travaillez pas seul chacun de vos côtés. Et donc, ce sont des compétences aussi à développer, des compétences soft, comme on les appelle, le travail collaboratif, la communication avec les collègues, etc. C'est des compétences qui sont aussi à développer, qui sont aussi importantes que les compétences hard, mais les compétences dures, les compétences techniques, il faut que vous les développiez pour vous-même parce que, ben, voilà, un groupe, demain, vous pouvez ne plus en faire partie. Demain, vous devez, peut-être votre ministre, il va vous donner une tâche à vous que vous devez réaliser tout seul là, maintenant, tout de suite. Que faire? Donc voilà. Donc, vous devez réaliser vos activités individuelles seul, les réaliser le plus tôt possible afin de vous rendre compte vous-même des difficultés que vous rencontrez, afin de pouvoir rectifier la situation. D'accord? On a expliqué pendant le regroupement 1 qu'on avait noté que la promotion précédente, ils ne posaient pas beaucoup de questions. On les a encouragés, on a eu des réunions avec eux, on envoyait des emails, on leur disait: «Mais vous ne posez pas de questions». Et puis, arrive ce qui arrive, quand arrive l'évaluation, il y en a qui s'en sortent et puis il y en a qui s'en sortent pas du tout. Donc voilà. Donc c'était mon dernier mot, il est 11h20, on a déjà terminé. Donc s'il vous plaît, tous ceux et toutes celles à qui on a demandé de poser leurs questions sur la foire aux questions et tous les autres qui ont des questions qu'ils n'ont pas pu poser. Madame Idi, elle avait levé la main à un moment donné. Monsieur Tenzumban, il avait posé une question dans le chat, s'il vous plaît. Merci de poser toutes vos questions dans la foire aux questions. Madame Diaye par rapport au supérieur ou égal, etc. Et puis on vous reviendra. Vraiment, je vous encourage toutes et tous à faire outil de cet outil et puis s'il le faut, en milieu de module, on peut faire un autre chat. Mais dans tous les cas, il faut que vous nous montriez que vous avancez, que vous progressez, que vous fassiez l'effort de vous rendre compte vous-même de où se trouvent les manquements, les gaps, les incompréhensions, d'essayer de les résoudre avec les collègues sur le contenu, sur la compréhension, pas sur la réalisation des devoirs. Et ensuite venir vers nous
quand vous avez des questions pour qu'on vous appuie et puis que vous puissiez vous améliorer et développer les compétences que vous êtes censés développer. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de semaine. On vous retrouve sur la foire aux questions très, très, très vite. Je vais juste demander à l'équipe de Guinée de rester avec moi. Et puis, Madame Marie-Jocelyne, je vous appelle après. Merci. Au revoir, Madame Tessa, et Merci, à au toute revoir. l'équipe. Merci. Au revoir. Au Au revoir. J'arrête.